Avril 1457, une salle de banquet en Valachie. 200 nobles femmes sont assises à côté de leurs maris, vétustement de soie coute vénitienne, buvant du vin, célébrant Pâques. Elles pensent être en sécurité. Elles se trompent. Au lever du soleil, leurs maris seront morts, empalés dans la cour. Et ces femmes, filles d'aristocrates qui n'avaient jamais tant pu toucher la terre de leur vie, entameront une marche de la mort vers les montagnes. L'une d'elles s'appelait Wojka. 23 ans, ses mains n'avaient jamais tenu quelque chose de plus lourd qu'un gobelet en argent. En quelques jours, ses mains seraient un train de la chair à vif, les ongles arrachés, les os visibles à travers la peau, alors qu'elle traînait des pierres en haut d'une falaise pour construire un château pour l'homme qui avait assassiné son mari. Elle travailla jusqu'à ce que ses vêtements pourrissent sur son corps, jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour la couvrir, sinon de la boue et du sang. Ce que Vlad Dracula fit aux femmes n'était pas un effet secondaire de la guerre. C'était la stratégie. Hollywood vous a donné un vampire qui séduit. L'histoire vous a donné un monstre qui détruit. C'est l'histoire des femmes dont l'histoire a décidé que vous ne devriez jamais connaître l'existence. Le vent hurlant à travers les arches de pierre de Targovicht charriait la morsure d'un gel de fin d'hiver, refusant de céder au printemps. C'était le dimanche de Pâques 457. Pourtant, la capitale de la Valachie ressemblait moins à une ville en fait qu'à une bête retenant son souffle. Au-delà des épais murs de la citadelle, le ciel était d'un violet contusionné, lourd de pluie non déversée qui rendait les pavés glissants et faisait siffler les torches de fer. À l'intérieur de la grande salle de la cour princière, cependant, l'air était épais de l'odeur du sanglier rôti, du vin épicé et du parfum capiteux de 200 familles nobles réunies pour le festin. Wojka était assise près du centre de la longue table, ses doigts traçant le rebord de son gobelet en argent. À 23 ans, elle était une vision d'élégance protégée, avec des cheveux sombres en cascade retenus par des perles et une peau qui n'avait jamais connu la rudesse du soleil. Elle portait une robe de soie cramoisie importée de Venise, le tissu lourd bruissant doucement contre le sol à chaque mouvement de son corps. À côté d'elle était assis son mari, Andrei, un petit noble au sourire large et confiant et aux mains plus habituées à signer des traités qu'à manier des épées. Il rit d'une plaisanterie faite par l'homme en face d'eux, ses joues marines rougies par le vin, complètement inconscient que c'était la dernière fois qu'il rirait. « Bois, mon amour » murmura André, se penchant près de Wojka, son souffle chaud contre son oreille. « Le prince est généreux ce soir. Regarde ce festin, c'est un signe de paix. » Wojka força un sourire, bien qu'un œuf froid se resserrât dans son estomac. Elle leva les yeux vers le bout de la table. Là était assis Vlad III, le souverain qu'ils appelaient l'Empaleur. C'était un homme d'une immobilité terrifiante, vêtu de velours noir qui semblait absorber la lumière des bougies. Son visage était pâle, ses yeux grands et immobiles, parcourant la pièce non pas comme un hôte, mais comme un loup observant un troupeau de moutons engraissés. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne faisait que regarder. La musique monta, luttes et tambours couvrant le murmure du vent extérieur. Les boyards, la classe noble de Valachie, se délectaient en vasteté de leur grandeur. Ils ajustaient leurs lourdes chaînes en or et lissaient à leurs tuniques de brocart, à l'aise dans leur pouvoir. Ils se croyaient intouchables, les véritables faiseurs de rois. Soudain, Vlad leva une seule main. La musique s'éteignit instantanément. Le rire s'étouffa. Le silence qui suivit était lourd, suffocant. Vlad se leva lentement, son regard balayant la pièce, s'attardant sur les visages les plus âgés, puis sur les plus jeunes. Mes nobles invités, la voix de Vlad était douce, pourtant elle porta jusqu'aux recoins les plus éloignés de la salle. « J'ai une question pour vous en ce saint jour. » Il descendit de l'estrade, marchant lentement parmi les tables. Les nobles se raidirent. « Combien de princes ?» Vlad fit une pause, posant sa main sur l'épaule d'un boyard âgé. « Avez-vous vu s'asseoir sur ce trône au cours de votre vie ?» Le vieil homme, en pensant que c'était un test de sa longévité et de sa sagesse, bombarda le torse. « Votre Altesse, j'ai servi 7 voïvodes. » Vlad hocha la tête, son visage illisible. Il se déplaça vers un autre. « Et vous ?»« 12, monseigneur » cria un autre fièrement. « 30 » cria une voix de l'arrière, accompagnée de rires ivres. 30 princes sont venus et sont partis. Vlad cessa de bouger. Le fantôme d'un sourire effleura ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. 30, répéta-t-il. Vous avez survécu à 30 souverains. La salle devint mortellement silencieuse. Comment se fait-il ?
rugit Vlad, sa voix tonnant soudain contre les murs de pierre. Que vous surviviez alors que 30 de mes compatriotes, 30 de vos princes sont morts, vous leur avez tous juré fidélité, et vous les avez tous trahis. Wojka serra le bras d'Andrei, ses ongles s'enfonçant dans sa manche de velours. André ne souriait plus, son visage avait été de la couleur de la cendre. « Vous n'êtes pas des nobles !» cracha Vlad, le vernis de l'hôte disparaissant pour révéler le bourreau en dessous. « Vous êtes des parasites. » Il claqua des doigts. Les lourdes portes de chêne de la grande salle se refermèrent avec un bruit sourd qui fit trembler le sol. Des ombres des couloirs voûtés, la garde personnelle de Vlad, les Kalrach émergèrent. Ils n'étaient pas vêtus pour un festin. Ils étaient vêtus pour la guerre, épées tirées, visage haché recouvert de côtes de mailles. Le chaos éclata. Les femmes crièrent alors que les tables étaient renversées, en voyant des plates de viande et des flacons de vin s'écraser sur le sol de pierre. Wojka fut jetée de sa chaise alors que les soldats avançaient. Elle recula en se débattant, sa robe de soie s'emmêlant autour de ses jambes, cherchant frénétiquement Andrei. « Wojka !» cria Andrei, tendant la main vers elle. Avant que leurs mains ne puissent se toucher, le poing de ganté d'un soldat frappa Andrei à la mâchoire. Il tomba lourdement, du sang giclant sur la nappe blanche immaculée. Deux gardes le saisirent par les bras, le hissant. « Non, s'il vous plaît !» cria Wojka, s'élançant. Mais une main rugueuse la saisit par les cheveux, la tirant en arrière. Elle regarda impuissante les hommes, les puissants boyards qui s'étaient vantés de leur survie quelques instants auparavant, être traînés vers les portes de la cour. Vlad se tenait au milieu du carnage, calme et inébranlable. « Menez les hommes au pieu », ordonna Vlad, sa voix traversant les cris, « qu'ils contemplent la ville qu'ils ont trahie une dernière fois. » Andrei se tordit dans l'étreinte des gardes, ses yeux rencontrant ceux de Wojka. Il n'y avait aucune bravoure en eux, seulement la terreur pure et primaire d'un homme qui sait qu'il est sur le point de mourir. Puis il disparut, traîné dans la nuit sombre et pluvieuse. Wojka s'effondra à genoux, sanglotant, mais le cauchemar n'était pas terminé. Les gardes tournèrent devant leur attention vers les femmes. « Debout !» aboya un soldat, donnant un coup de pied à Wojka dans les côtes. Elle haleta, serrant son flanc. Autour d'elle, 200 nobles femmes étaient rassemblées. Leurs beaux bijoux furent arrachés de leurs cous, des perles se dispersant sur le sol taché de sang, comme des larmes. Elles n'étaient même pas tuées. Pas encore. De lourdes chaînes de fer furent apportées. Wojka sentit le métal froid se refermer sur ses poignets délicats, son poids tirant ses épaules vers le bas. Elle baissa les yeux vers sa robe. La soie cramoisie dont elle avait été si fière était maintenant déchirée et tachée de vin et de saleté. « En marche !» Enchaînées ensemble en une longue file sanglotante, les femmes furent forcées vers la sortie. Alors qu'elles sortaient dans la cour glacée, les cris de leurs maris commencèrent à s'élever au-dessus du vent, un chœur horrible qui signalait le début de la fin. Wojka ferma les yeux, mais elle ne put étouffer le son. Le festin était terminé, la marche de la mort avait commencé. Le soleil ne se leva pas le premier jour de la marche. Le ciel devint simplement une nuance de gris plus clair, révélant l'étendue infinie de boue qui s'étendait devant elle. La route au nord de Targovishte n'était pas une route du tout, mais une cicatrice taillée à travers la nature sauvage, transformée en bourbier par les sabots des chevaux des gardes. Wojka trébucha, son souffle se coupant dans sa gorge alors que la chaîne de fer, la reliant à la femme devant elle, se tendait. Ses pieds, enfermés dans des pantoufles de velours brodé destinées à danser sur des sols de marbre, saignaient déjà. Les semelles fines s'étaient déchirées il y a des kilomètres, exposant sa peau aux pierres coupantes et à la gadoue glaciale. Chaque pas était une nouvelle agonie, un rappel aigu que la vie qu'elle connaissait était morte. À côté d'elle marchait Ileana, une cousine éloignée autrefois connue pour son rire et son goût pour les pâtisseries sucrées. Maintenant, Ileana était un fantôme. Son visage rond et doux était maculé de boue et de larmes, sa respiration rauque et humide. Elle serrait la lourde chaîne en or qui pendait encore à son cou, une moquerie de richesse qu'elle était trop terrifiée pour jeter. « Je n'y arrive plus » siffla Ileana, sa voix à peine un murmure au-dessus du son du vent. « Wojka, mon cœur, il me semble qu'il va éclater. »« Tu dois » murmura Wojka en retour sans la regarder. Elle gardait tous ses yeux sur la boue. Lever les yeux, c'était attirer l'attention des Kalrach. Continue juste à bouger tes pieds, l'un puis l'autre. Les gardes chevauchaient le lotandost, le long de la colonne de femmes enchaînées, leurs chevaux grands et bien nourris, fumant dans l'air froid.
Il portait maintenant des fouets en cuir tressé, et il les utilisait avec une cruauté désinvolte, frappant quiconque ralentissait le pas. Il ne parlait pas aux femmes comme à des êtres humains, il les menait chats comme du bétail. Le 3e jour, la faim s'était installée, un vide lancinant qui faisait tourner la tête de Waka. Mais ce furent les scènes le long de la route qui la vidèrent complètement. Alors que la colonne serpentait à travers un petit village silencieux près des contreforts, la procession s'arrêta. Le village était étrangement silencieux, aucun chien n'aboyait, aucun enfant ne jouait. Les paysans se tenaient sur leur seuil, tête baissée, refusant de regarder les nobles femmes. Au centre de la place du village, un pieu avait été planté dans la terre. Voïka essaya de détourner le regard, mais la chaîne la tira en avant. Le corps sur le pieu était celui d'une femme. Elle y était depuis des jours. Son visage était tordu dans un cri final et silencieux, et sa robe paysanne était déchirée. Un capitaine de la garde, un homme avec une cicatrice traversant sa barbe et des yeux d'acier, arrêta son cheval. Il désigna le cadavre avec son fouet. « Regardez, commanda-t-il, vous toutes, regardez-la. » Les nobles femmes pleurèrent, certaines vomissant dans la boue. « C'est Elinka, » annonça le capitaine, sa voix portant au-dessus des sanglots. « Savez-vous pourquoi elle pourrit ici ? Était-elle une traîtresse, une espionne ? » ?»« Non. » Il se pencha de sa selle, regardant directement Waka. Elle était paresseuse. Son mari a été vu marchant sur la route avec une chemise trop courte, exposant ses jambes, parce qu'elle ne cousait pas pour lui, parce qu'elle ne s'occupait pas de son foyer. Le capitaine se redressa, ricanant. « Dans les terres du prince Vlad, la négligence est un crime, la paresse est une trahison. Si une paysanne meurt pour une chemise, imaginez ce qu'il a prévu pour vous. 3 inutiles qui n'avaient jamais levé le petit doigt de votre vie. » Le message frappa Waka plus fort que n'importe quel fouet. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était un système, un ordre terrifiant et absolu où la perfection était la seule défense contre la mort. Elles furent forcées de marcher, laissant derrière elles l'avertissement d'Elinka. Le terrain devint plus escarpé à mesure qu'elles approchaient des manteaux enfoncés des montagnes. La boue se transforma en schistes dentelés qui déchiraient les restes de leurs chaussures. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres prédatrices sur le chemin, Ileana trébucha. Ce n'était pas une simple chute cette fois. Ses jambes se plièrent simplement sous elle. Elle heurta le sol avec un bruit sourd, entraînant Voïka avec elle. « Lève-toi » siffla Voïka, la panique s'emparant de sa poitrine. Elle saisit le bras d'Ileana, essayant de la relever. « Ileana, s'il te plaît, ils arrivent. »« Je n'y arrive pas. » Les yeux d'Ileana étaient maintes vitreux, fixant le vide. « Laisse-moi ici. Il fait chaud. Je veux juste dormir. » Le tonnerre des sabots approcha. Le capitaine plana au-dessus d'elle, son cheval bloquant la lumière déclinante. « Elle est finie, » dit le capitaine. Il ne semblait pas en colère, il semblait ennuyé. « Non » cria Voïka, luttant pour soulever le poids mort de sa cousine. « Elle peut marcher, donnez-nous un instant. » Le capitaine tira un couteau. Pendant une seconde, Voïka pensa qu'il allait tuer Ileana là. Au lieu de cela, il se pencha et coupa la lanière de cuir qui liait Ileana à la chaîne principale. « Nous n'attendons pas les morts, dit-il. » Il fit claquer son fouet, la pointe déchirant l'épaule de Voïka. « En marche !» « Voïka tran !» murmura Ileana, tendant une main. Ses doigts effleurèrent l'ourlet de Voïka. Voïka regarda le garde, puis la forêt sombre bordant la route. Des ombres, elle entendit un souffle bas et rythmique, puis un hurlement, puis un autre. Les loups crabes les suivaient, venaient depuis des kilomètres, attendant une traînarde. « Bouge, ou tu la rejoins !» rugit le capitaine. Voïka regarda Ileana une dernière fois. Elle vit la terreur dans les yeux de sa cousine, le plaidoyer pour le salut. Mais elle vit aussi la vérité. Ileana était déjà partie. Rester, c'était mourir. Voïka se détourna. Elle força ses jambes à bouger. Elle força son dos à se redresser. Derrière elle, Ileana cria. Un son aigu et perçant qui traversa le crépuscule. Puis vint les grognements, le bruit de tissus déchirés et des chocs humides. Voïka ne regarda pas en arrière. Elle ne se couvrit pas les oreilles. Elle laissa les sons s'ancrer dans sa mémoire. Les larmes qui avaient brouillé sa vision pendant 3 jours s'arrêtèrent enfin. Ses yeux étaient tous les secs, brûlants et clairs. La douce jeune fille qui dansait en soie était morte, laissée dans la boue à côté de sa cousine. Ce qui restait était quelque chose de plus dur, quelque chose de froid. Elle continua à marcher dans l'obscurité, le rythme de ses pas correspondant au battement de son cœur qui s'endurcissait. Les ruines de Poenari se dressaient au sommet d'une aiguille rocheuse déchiquetée, perçant les nuages bas comme une dent cassée.
Pour l'atteindre, il fallait pencher la tête en arrière jusqu'à ce que le coup fasse mal, en regardant une paroi verticale de calcaire et une géographie cruelle. La rivière Ardèche rugissait en dessous, un ruban d'eau grise et agitée qui ressemblait moins à une rivière qu'à une bête affamée attendant des restes. Lorsque la colonne de femmes s'arrêta finalement au pied de la falaise, il n'y eut pas de discours, pas de grande proclamation du prince. Il n'y avait que les gardes, les tas de calcaire brut et les fouets. En haut, aboya le capitaine à la cicatrice, désignant le sentier sinueux et dangereux pour chèvres qui gravissaient la montagne. Le prince exige une forteresse. Vous êtes les mules qui la lui donneront. Waka regarda la pierre devant elle. Elle était déchiquetée, lourde et froide. Elle se pencha, ses doigts tremblants, agrippant les truites les bords moitueux, rugueux. Alors qu'elle la soulevait, un bord tranchant lui coupa la paume. Elle ne scia pas. Elle se tourna simplement et commença à grimper. Le temps se dissout. Il n'y avait ni jour ni nuit, seulement la lumière grise du labeur et le vide noir de l'épuisement. La transformation fut lente, agonisante et absolue. D'abord, ce fut la dignité qui mourut, puis la pudeur. La robe de soie cramoisie de Venise, autrefois l'envie de la cour, commença à la trahir. Les roches tranchantes accrochèrent le tissu fin, déchirant de longues bandes de lourlets. La pluie imbiba le velours jusqu'à ce qu'il pourrisse contre sa peau, lourd et sentant le moisi. Le corsage, tendu par le halètement constant de la pierre, se fendit aux coutures. Dès la 2e semaine, les femmes de Valachie n'étaient plus reconnaissables comme des êtres humains. C'étaient pas des silhouettes squelettiques couvertes de boue et de sang séché, leurs cheveux des nids emmêlés de poux et de saleté. La nuit, lorsque les gardes leur permettaient de s'arrêter, elle ne faisait pas de feu. Elle s'effondra sur la pierre nue des remparts inachevés, entassés en un tas tremblant de membres, cherchant de la chaleur l'une de l'autre comme une meute de chiens errants. La honte de leur nudité avait disparu, remplacée par un besoin unique et dévorant de survivre au froid. Waka était allongée au centre du tas une nuit, sa tête reposant sur la hanche d'une femme dont elle avait oublié le nom. Elle regarda ses mains au clair de lune. Elles étaient ruinées. La peau de ses paumes avait été arrachée il y a des jours, laissant de la chair à vif et suintante. Ses ongles avaient disparu, arrachés par le poids du calcaire, et à travers les restes déchirés de sa peau, elle pouvait voir le reflet blanc de ses propres phalanges. Elle ressemblait à quelque chose qu'un boucher jetterait, pourtant c'était les seuls outils qu'elle possédait. Matin, le cri arriva trop tôt, accompagné du claquement du cuir sur la chair. Waka se redressa. Son corps hurlait en signe de protestation, chaque articulation bloquée par la douleur. Elle trébucha vers le tas de roches. Elle choisit une pierre, lourde, inégale, avec un coin aigu, et la hissa sur son épaule. La chair à vif de son épaule brûla alors que la pierre s'enfonçait dans la plaie ouverte qu'elle y avait creusée au cours des 10 derniers séjours. Elle commença l'ascension. Le sentier était glissant de rosée matinale et du sang de celle qui l'avait escaladé avant elle. Ses jambes tremblaient, violemment. Pas, souffle, pas. Souffle, plus haut, près des fondations de la tour principale, une plateforme en bois avait été érigée. Une silhouette s'y tenait, observant les fourmis travailler en bas. Le pied de Waka rencontra une parcelle de schiste meuble. Cela se produisit en un clin d'œil. La pierre bougea sous son poids. Sa cheville se tordit et elle tomba en avant. Le lourd bloc de calcaire sur son épaule glissa, s'écrasant sur son avant-bras avant de dégringoler du bord de la falaise. Waka poussa un cri, un son sec et rauque sans refrain, et s'effondra à genoux, serrant son bras écrasé. Une ombre tomba sur elle. Un garde, un jeune homme aux yeux cruels, s'avança levant son fouet. « Vache maladroite !» grogna-t-il. « Cette pierre vaut plus que ta vie. » Waka se recroquevilla en boule, attendant la morsure du fouet. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait pas soulever une autre roque. S'il la frappait maintenant, elle se laisserait simplement tomber et glisserait du bord dans la rivière en contrebas. Ce serait plus facile. Attendez. La voix était douce, à peine un murmure au-dessus du vent, pourtant elle portait le poids du fer. Le garde se figea, le fouet levé haut. Il se tourna vers la plateforme en bois. Là se tenait une femme. Elle était enveloppée dans un lourd manteau de fourrure sombre, son visage pâle et encadré de tresses complexes de fils d'or. C'était la princesse, la femme de Vlad. Elle n'était pas une prisonnière enchaînée,
Pourtant ses yeux avaient la même vacuité hantée que les femmes portant les pierres. Elle se tenait rigide, ses mains posées de manière protectrice sur son ventre. Elle ne regarda pas le garde. Elle regarda directement Voïka. Pendant une seconde, la distance entre elles disparut. La femme en fourrure et la femme en haillons se croisèrent en sortant le regard. Dans le regard de la princesse, Voïka ne vit aucune pitié. La pitié était inutile ici. Elle vit de la reconnaissance. Elle vit une excuse silencieuse. « Ma ceinture t'ensuit », dit la princesse, sa voix tremblant légèrement. Elle désigna d'un doigt manucuré le sol près des pieds de Voïka, où une bande de soie bleue était tombée de la plateforme d'en haut. Cette esclave, elle salit ma ceinture. Le garde cligna des yeux confus. « Madame, ramassez-la », commanda la princesse, sa voix s'aiguisant d'une arrogance feinte, avant qu'elle ne saigne dessus. Ne laissez pas le fouet la toucher, ou les éclaboussures gâteront le tissu. Écartez-la. Le garde abaissa son fouet en grommelant. Il poussa Voïka avec sa botte, mais sans la force létale qu'il avait l'intention d'utiliser. « Dégagez, allez chercher une autre pierre. » Il se pencha pour récupérer la soie tombée. Le moment ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant. La pause permit aux taches noires dans la vision de Voïka de disparaître. Elle permit à ses poumons de prendre une seule inspiration rauque. Voïka leva les yeux vers la plateforme. La princesse tourna le dos, serrant plus fort ses fourrures autour d'elle, et s'éloigna dans les ombres de la tour. Voïka utilisa son bras indemne pour s'agripper à la terre, se traînant debout. Elle était toujours en enfer. Elle saignait toujours. Mais elle était vivante. Elle retourna vers le tas de pierres. Elle en porterait une autre. Pas pour Vlad, pas par peur du fouet, mais parce qu'une femme dans une tour venait de lui acheter 5 secondes de vie et elle ne les gaspillerait pas. L'été arriva non pas avec de la chaleur, mais avec une canicule brûlante et implacable qui cuisait les falaises de calcaire jusqu'à ce qu'elles rayonnent comme les murs d'un four. La boue du printemps s'était transformée en une poussière grise suffocante qui recouvrait la gorge des femmes et piquait leurs yeux. 6 mois s'étaient écoulés depuis la pose de la première pierre. La forteresse de Poenari s'élevait, une couronne dentelée de dents grises mordant le ciel, mais le coût de son ascension se mesurait au nombre décroissant de ses bâtisseuses. Voïka se déplaçait parmi les survivantes comme une ombre. Ses mains, maintenant épaisses de callosité et de tissus cicatriciels, avaient oublié le toucher de la soie. Elle était devenue le pilier silencieux du groupe. Lorsqu'une femme s'effondrait sous la chaleur, c'était Voïka qui murmurait des mots d'encouragement féroces. Lorsque les rations d'eau de la boue fangeuse du fond de la rivière étaient distribuées, Voïka s'assurait que les plus jeunes buvaient en premier. Elle avait appris que la survie ici n'était pas un acte solitaire, c'était une résistance collective. Parmi les travailleuses se trouvaient Elena et sa fille de 14 ans, Sofia. Elena était une femme autrefois connue pour sa voix chantante, mais maintenant elle économisait son souffle pour soulever des pierres. Sofia, à peine plus qu'une enfant, s'était flétrie dans les dures conditions, ses ribes pressant contre sa peau noircie par le soleil comme les barreaux d'une cage à oiseaux. « Reste près de moi », chuchotait Elena à Sofia 100 fois par jour, protégeant le corps de la fille avec le sien chaque fois que les gardes passaient. « Nous avons presque fini, juste une pierre de plus. » Mais la forteresse n'était jamais finie et le prince n'était jamais satisfait. Vlad III visitait souvent le chantier. Il ne venait pas inspecter l'intégrité architecturale des murs ou la valeur stratégique des tours. Il venait inspecter les femmes. Il se tenait sur les hauts pas, sur le rempart, son manteau noir immobile dans l'air stagnant, observant le labeur en contrebas avec la curiosité détachée d'un scientifique observant des insectes. Il croyait que le fondement d'un royaume n'était pas la pierre, mais l'obéissance. Et l'obéissance totale ne pouvait être forgée que dans les feux de la terreur totale. Pour lui, chaque faux pas, chaque halètement d'épuisement était une faiblesse qui devait être purgée de l'âme de la Valachie. Cela se produisit pendant le repas de midi, lorsque le soleil était à son zénith. Les gardes avaient jeté des restes de pain rassis sur la terre, la ration quotidienne. Elena en attrapa un morceau, mais elle ne le mangea pas. D'un tour de main, née du désespoir, elle glissa la croûte dure dans les plis des haillons de Sofia. C'était une petite rébellion, la tentative d'une mère de donner à son enfant de la force pour l'ascension de l'après-midi. « Toi là !» Une voix perça la chaleur. Ce n'était pas un garde, c'était Vlad. Il était descendu, silencieusement des remparts. Il se tenait à quelques pas seulement, ses yeux fixés sur les mains tremblantes d'Elena. Le silence qui s'abattit sur la carrière fut absolu.
Même la rivière sembla se taire. « Amenez-les ici, » dit Vlad doucement. 2 gardes traînèrent Helena et Sofia en avant. Elles tombèrent à genoux dans la poussière, s'agrippant l'une à l'autre. « Pitié, monseigneur !» supplia Helena, sa voix se brisant. Ce n'était que du pain. Elle meurt de faim. Elle n'est qu'une enfant. Vlad regarda Sofia. Il ne vit pas une enfant. Il vit un défaut. « Il n'y a pas d'enfant ou d'adulte dans le devoir, » dit Vlad, sa voix dénuée de colère, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. « Il n'y a que l'ordre. Si vous cachez du pain, vous cachez des secrets. Si vous cachez des secrets, vous nourrissez la trahison. » Il se tourna vers les gardes. Le pieux. Voïka resta figée dans la foule de femmes qui regardaient Ant. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle voulait crier, jeter une roque, faire quelque chose. Mais le souvenir de la princesse sur la tour la retint. « Vis, murmura le souvenir. Tu dois vivre pour raconter cela. » Les gardes ne prirent pas Helena. Ils prirent Sofia. « Non, hurla Helena, s'élançant, mais un garde frappa le talon de sa lance dans son estomac. Elle s'effondra, haletant, forcée de regarder alors qu'il traînait sa fille en pleurs au centre de la clairière. Vlad fit un signe. Il voulait que ce soit lent. Il voulait que ce soit une leçon. « Regarde, » Vlad commanda à Helena. « Tu as essayé de nourrir son corps pour la sauver. Maintenant, tu vas regarder son corps devenir un message pour sauver ton âme. » Le pieu n'était pas grand, mais il était pointu. Ce qui suivit fut une horreur qui dépassa la capacité de l'esprit humain à la traiter. Les cris de Sofia étaient staigus et minces, perçant l'air lourd de l'été, résonnant contre les parois de la vallée jusqu'à ce qu'il semble que les montagnes elles-mêmes criaient. Helena ne détourna pas le regard. Elle ne le put pas. Elle griffait la terre, sa bouche ouverte dans un gémissement silencieux plus obsédant que n'importe quel son. Elle mourut 1000 fois en ces minutes, sa raison se fracturant à chaque cri de son enfant. Voïka se mordit la lèvre. Elle mordit jusqu'à ce que le goût cuivré du sang emplisse sa bouche. Elle mordit jusqu'à ce qu'elle sente la peau se déchirer, utilisant la douleur vive et cuisante pour s'ancrer, pour garder le cri enfermé dans sa gorge. Si elle criait, ce serait son tour. Et si elle mourait, qui se souviendrait de Sofia ? Quand ce fut fini, le petit corps brisé de Sofia pendait sans vie contre le bois. Vlad s'approcha d'Helena, qui gisait catatonique dans la poussière, les yeux grands ouverts et ne voyant rien. Maintenant, Vlad dit, regardant les autres femmes, son regard balayant Voïka, « Construisez mes murs plus hauts, où vous la rejoindrez. » Il se retourna et s'éloigna, laissant la mère seule avec le cadavre de son enfant. Non, Voïka avala le sang dans sa bouche. Elle ramassa une pierre. Elle était lourde, mais le poids dans son cœur était plus lourd. Elle la porterait, elle porterait tout cela. Le silence du château de Poenari était plus lourd que les pierres qu'il avait bâties. Pendant des mois, l'air avait été rempli du claquement des fouets, du grincement du calcaire et des cris des mourants. Maintenant, il n'y avait plus que le vent sifflant à travers les meurtrières et le doux frottement rythmique d'une brosse contre la roche froide. La forteresse était achevée. Elle couronnait la montagne comme un crâne de vautour, blanchi et impénétrable. Sur les 200 femmes qui avaient marché de Targovich dans leurs habits de Pâques, moins d'une douzaine restaient. Elles n'étaient plus les filles de boyards. Elles étaient les fantômes du château, leurs noms effacés, leurs titres remplacés par la laine grossière des tuniques de servantes. Voïka s'agenouilla sur les dalles du couloir supérieur, ses mains frottant une tache qui ne partirait jamais vraiment. Ses doigts, autrefois de la chair à vif et des os exposés, s'étaient cicatrisés en des nœuds tordus de tissu cicatriciel qui la faisaient souffrir dans l'air humide de la montagne. Elle frottait machinalement, ses yeux fixés sur la pierre grise. Elle connaissait le coup de chaque bloc de ce mur. Elle savait quelle pierre avait retenu les larmes d'Helena et lesquelles avaient écrasé les jambes d'Ileana. Ce n'était pas une maison, c'était un mausolée, et elle était la gardienne de son propre cimetière. « Toi, » grogna un garde, la poussant du bout de sa botte. « Debout, la maîtresse exige que le solar soit nettoyé. Et ne la regardez pas, vous êtes des meubles, comprenez-vous » Voïtsa hocha la tête, gardant son regard baissé. Elle ramassa son seau et ses chiffons, se levant avec raideur. Le solar était au pinacle de la haute tour, la seule pièce de la forteresse conçue pour le confort. Alors que Voïka poussait la lourde porte de chêne, elle fut frappée par une vague de chaleur, l'odeur de lavande et de cire d'abeille brûlante. C'était un rappel saisissant de la vie qu'elle avait perdue. Des tapisseries pendaient des murs, adoucissant la pierre brutale, et un feu crépitait dans l'âtre. Assise près de l'étroite fenêtre se trouvait la princesse.
Elle portait une robe de velours bleu profond, garnie de fourrure de renard argentée, épargnée par la poussière qui recouvrait le reste du monde. Mais alors que Waka se dirigeait silencieusement vers l'âtre pour balayer les cendres, elle vit la vérité sous l'apparat. La princesse tremblait, ses mains posées sur ses genoux, tiraient incessamment sur la broderie de sa robe, défaisant le fil d'or boucle par boucle. Chaque fois qu'une bûche bougeait dans le feu, elle tressaillait, ses yeux se posant sur la porte avec la terreur d'un animal piégé. Waka l'observait du coin de l'œil. Elle avait haï cette femme pendant des mois, haï pour sa chaleur, pour sa nourriture, pour sa sécurité pendant que Sophia mourait sur un pieu. Mais en la regardant maintenant, Waka sentit la haine se refroidir en quelque chose de plus gris, de plus triste. La princesse n'était pas en sécurité. Elle n'était qu'une prisonnière dans une cellule plus chère. Dans le royaume de Vlad, il n'y avait pas de reine, seulement des victimes attendant leur tour. La princesse se détourna de la fenêtre. Son visage était émacié, la peau tendue sur ses pommettes. Elle vit Waka la regarder. Pendant un instant, aucune d'elles ne respira. Le garde se tenait devant la porte, inconscient. La princesse se leva. Elle ne cria pas. Elle n'appela pas le garde. Elle marcha avec raideur vers le grand lit à baldaquin qui dominait la pièce. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Waka, un regard intense et suppliant qui brûlait d'urgence. « Le linge !» dit la princesse, sa voix cassante et assez forte pour que le garde l'entende. « Il est raide, changez-le, maintenant !» Elle désigna les oreillers, sa main s'attardant une fraction de seconde de trop. Puis elle tourna le dos, marchant vers l'autre côté de la pièce pour verser une coupe de vin, ses mains tremblant si fort que la carafe cliqueta contre le gobelet. Waka s'approcha du lit. Son cœur battait contre ses côtes, un rythme familier de peur. Elle enleva la taille de soie de l'oreiller le plus proche du mur. Là, posé sur le matelas, se trouvaient deux objets. Un petit couteau d'office, son manche incrusté de nacre, délicat mais assez aiguisé pour trancher une gorge. Et à côté, un morceau de parchemin déchiré. La main de Waka se déplaça avec la vitesse d'une voleuse. Elle s'empara des objets, les enfonçant profondément dans la ceinture de sa tunique de laine, les recouvrant de sa ceinture. Elle déplia le linge frais d'un coup sec, masquant le froissement du papier. En lissant la nouvelle taille d'oreiller, elle jeta un coup d'œil au parchemin dans son esprit. C'était un dessin, une ébauche grossière des niveaux inférieurs du château, avec une ligne déchiquetée tracée au fusain menant des cuisines à la berge de la rivière. Une issue. Waka finit le lit et ramassa son seau. Elle se tourna pour partir. La princesse observait son reflet dans le vin sombre. Elle ne se retourna pas, mais alors que Waka atteignait la porte, la princesse parla, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolée. » C'était doux, emporté par le courant d'air de la fenêtre, mais Waka l'entendit. C'était une excuse pour les pierres, pour le froid, pour Sophia, pour la ceinture, pour le silence. Waka marqua une pause, sa main sur le loquet de fer. Elle ne pouvait pas parler, la parole était interdite, mais elle laissa le seau cliqueter une fois contre le sol de pierre. Un son de reconnaissance, un son d'acceptation. Elle sortit dans le couloir froid, le couteau pressant contre sa hanche comme un charbon ardent. Le château était toujours une prison, et le fantôme de l'empaleur parcourait toujours ses couloirs. Mais pour la première fois depuis des années, Waka n'était pas juste une survivante. Elle était armée. Juin 1462 apporta une chaleur qui pesait lourdement sur la poitrine, une couverture étouffante d'humidité qui emprisonnait les odeurs de la terre. Mais autour du château de Poenari, l'air portait une odeur qui n'avait rien à voir avec l'été. C'était une puanteur doucereuse de pourriture qui avait un goût de cuivre au fond de la langue. Waka se tenait dans l'ombre de la grande salle, ses mains fermement jointes derrière son dos pour cacher leur tremblement. Elle n'était plus seulement un corps qui frottait les sols, elle était une écouteuse, une espionne dans sa propre prison. Le château était agité d'une activité frénétique. Des soldats pourtant couraient paillamment çà et là, aiguisant des lames et préparant des sacoches de sel, leurs yeux écarquillés par une peur qu'ils n'osaient pas exprimer. À la tête de la lourde table de chêne était assis Vlad, il écrivait. Le grattement de sa plume contre le parchemin était le seul son régulier dans la pièce. Il ne ressemblait pas à un homme faisant face à la plus grande armée que le monde ait jamais vue. Il ressemblait à un comptable vérifiant un registre. 23 884, murmura Vlad, sa voix basse et dépourvue d'émotion. Il lisait à voix haute en écrivant, sans compter ceux qui ont été brûlés dans leur maison. À côté de lui se tenait un capitaine nommé Dragos, un homme corpulent dont le visage était actuellement de la couleur du vieux parchemin.
Monseigneur Becfrancieux, balbutia Dragos, essuyant la sueur de son front. Les éclaireurs rapportent quand que le sultan est à moins d'une journée de marche de Targovishte. Son armée, elle s'étend d'un horizon à l'autre. 100 000 hommes. Nous ne pouvons pas tenir la capitale. Nous ne pouvons même pas tenir cette montagne. Vlad arrêta d'écrire. Il leva les yeux, son regard sombre et calme. Qui a dit que nous allions la tenir ? Voïka s'avança pour remplir le gobelet du capitaine. Elle se déplaçait avec l'invisibilité pratique d'une servante, mais ses oreilles larguissaient étendues pour capter chaque syllabe. « Nous ne combattons pas Mehmed avec des épées. Dragos, dit Vlad, se levant et marchant vers l'étroite fenêtre qui surplombait la vallée. Nous le combattons avec son propre estomac. Nous le combattons avec ses cauchemars. Il se retourna, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. Quand le sultan atteindra Targovishte, il trouvera la ville vide. Mais les champs seront pleins. Les prisonniers, murmura Dragos, le dégoût luttant avec la loyauté dans son ton. Le message d'Oesong corrigea Vlad. 21 000 d'entre eux, élevés haut, une forêt de chair en décomposition pour accueillir le conquérant, des mères avec leurs nourrissons, des hommes avec leurs frères. Laissez Mehmed traverser cela. Laissez ces soldats respirer cet air. Au moment où ils atteindront ces montagnes, ils vomiront leur propre courage dans la boue. La main de Voïka glissa. Une seule goutte de vin éclaboussa la table. La tête de Vlad se tourna vers elle. Pendant un battement de cœur, elle crut qu'elles étaient mortes. Mais il la regarda simplement, comme si elle était un meuble qui avait grincé. « Nous partons au lever de la lune », ordonna Vlad, se tournant vers son capitaine. « Prenez la garde d'élite, laissez le reste pour défendre les murs. Ils retarderont les Turcs assez longtemps pour que nous puissions traverser en Transylvanie. »« Et les femmes ?» demanda Dragos, jetant un coup d'œil à Voïka. « Les servantes ?» Vlad agita la main avec désinvolture. « Laissez-les, la forteresse doit paraître habitée. Si les Turcs trouvent une coquille vide, ils nous poursuivront immédiatement. S'ils trouveront des gens à tuer, ils s'arrêteront pour se divertir. » Le sang se draina du visage de Voïka. Elles étaient un appât. Les femmes qui avaient construit ces murs avec leur chair devaient être laissées comme distraction pour faire gagner du temps aux monstres pour s'échapper. Alors que le conseil se dispersait, Voïka s'éclipsa, se hâtant de monter les escaliers sinueux vers les remparts occidentaux. Elle avait besoin de voir. Elle avait besoin de savoir à quel point la mort était proche. Elle atteignit la meurtrière et regarda vers le sud, vers la capitale. Elle ne pouvait pas voir Targovishte, c'était à des kilomètres, mais elle pouvait voir le ciel. Une brume de fumée noire planait sur la vallée, épaisse et grasse, et puis le vent changea. Cela la frappa comme un coup physique. L'odeur, c'était l'odeur de milliers de corps cuisant sous le soleil de juin. C'était l'odeur de la mort à une échelle industrielle. Elle étouffait l'air, noyant l'odeur de pin et d'eau de rivière. Même à cette distance, la forêt des Empalés projetait son ombre. En bas, sur la route sinueuse menant à la vallée, elle vit du mouvement. Non pas la marche ordonnée d'une armée conquérante, mais un arrêt chaotique. L'avant-garde des forces ottomanes, la plus grande machine militaire sur Terre, s'était arrêtée. À travers la brume, elle imagina pouvoir les voir, des janissaires endurcis vomissant, des chevaux se cabrant de panique, incapables d'avancer dans l'atrocité que Vlad avait préparée. Le sultan avait fait faire demi-tour à son armée, juste comme les livres d'histoire le diraient 100 ans plus tard. Il pouvait combattre des hommes, mais il ne pouvait pas combattre cela. Mais si l'armée principale pouvait battre en retraite, les éclaireurs, les pillards et les groupes dissidents en colère viendraient ici. Ils viendraient à Poenari chercher vengeance pour les horreurs qu'ils avaient vues dans la vallée. Voïka recula de la fenêtre, sa main allant instinctivement à la ceinture de sa tunique, sentant le contour froid du couteau de nacre. Le soleil descendait sous les sommets. Le lever de la lune n'était plus qu'à quelques heures. Vlad partait. Les gardes seraient occupés à préparer les chevaux. Le chaos de l'évacuation était sa seule couverture. Elle regarda ses mains, cicatrisées, fortes et tremblantes. Elle n'attendrait pas d'être une distraction. Elle n'attendrait pas d'être une victime. « Ce soir, Mérentan, » murmura-t-elle dans l'air vide. Elle se retourna et courut vers les quartiers des servantes. Elle devait trouver la carte. Elle devait trouver les autres. La forêt de la mort attendait en bas, mais la rivière de la vie attendait dans l'obscurité, et elle ramperait à travers l'enfer pour l'atteindre. La nuit ne tomba pas. Elle fut éteinte par la fumée de 1000 torches. Sous les falaises de Poenari, la vallée était un fleuve de feu. L'armée de Radu le Beau, le jeune frère de Vlad et la marionnette du sultan ottoman, était arrivée. Ils ne venaient pas avec la fureur désorganisée d'une razzia.
mais avec la précision terrifiante d'une marée. Des flèches trempées de pois enflammés décrivaient coin des arcs au-dessus des remparts et bortins, sifflant comme des vipères avant de s'écraser contre les palissades de bois. À l'intérieur de la forteresse, l'ordre s'était effondré en une course frénétique pour la survie. Wojka était accroupi dans l'alcôve de l'escalier des serviteurs, sa main pressée à plat contre la pierre froide, sentant les vibrations du bélier contre les portes principales, loin en dessous. À côté d'elle, 3 autres femmes étaient blotties. Mara, une fille qui avait perdu un œil à cause du fouet d'un garde, et Duena, une femme plus âgée, dont le silence était plus lourd que la pierre. Elles étaient tard les dernières. Les autres s'en étaient mortes ou cachées dans des trous qui deviendraient bientôt leur tombe. « C'est l'heure », murmura Mara, s'accrochant à la tunique de Voaka. « Pas encore », souffla Voaka, ses yeux fixés sur la cour au-dessus. « Nous avons besoin de la diversion. » Dans la cour supérieure, l'air était épais de panique. Les serviteurs couraient sans but, s'accrochant à de l'argenterie et des fourrures, tandis que les gardes d'élite que leur hache scellaient des chevaux avec une hâte frénétique. De la grande salle émergeait Vlad. Il portait une armure noircie, sa cape flottant comme une tache d'encre. Il se déplaçait avec une concentration terrifiante, se dirigeant non pas vers la porte principale, mais vers les écuries où commençait le sentier secret de montagne. Un chemin étroit connu seulement des chèvres et des désespérés. Il s'arrêta près du rempart ouest. Là, silhouette contre le ciel enflammé, se tenait sa femme. La princesse se tenait au bord même du précipice. Le vent fouettait sa robe de velours autour de ses jambes, et ses tresses dorées s'étaient défaites, flottant sauvagement autour de son visage. Elle regarda dans l'abîme où la rivière Argèche rugissait, gonflée par la fonte des neiges, les trentes et la pluie, s'écrasant contre les rochers postés des centaines de pieds, plus bas. Vlad marqua une pause, sa main sur sa selle. « Les chevaux sont prêts » cria-t-il par-dessus le vacarme du siège. « Nous partons pour la Transylvanie. » La princesse se tourna lentement. Son visage était pâle, illuminé par les feux de l'armée ennemie, une armée menée par le propre frère de son mari. Elle regarda Vlad, puis les drapeaux turcs avançant sur la pente. Elle savait ce qui attendait une princesse capturée à la cour du sultan. Ce serait une vie d'oreiller de soie et de chaînes d'or, un bijou dans un harem, un trophée de conquête. Mais elle regarda aussi Vlad, le monstre qui avait construit ce château sur les os des femmes, qui avait empalé des enfants pour envoyer un message. « Je n'irai pas en Hongrie pour être la femme d'un mendiant, » dit-elle, sa voix étrangement calme au milieu des cris. « Et je n'irai pas à Istanbul pour être une esclave. » Les yeux de Vlad se plissèrent. « Alors reste et meurs, j'ai un royaume à reconquérir. » Il monta à cheval, lui tournant le dos sans un second regard. Le monstre choisit la survie. La princesse regarda à travers la cour. Ses yeux trouvèrent en les ombres de l'alcôve des servantes. Elle vit Voaka. Un éclair de reconnaissance passa entre elles, le souvenir d'un couteau, d'une carte et d'une excuse silencieuse. La princesse monta sur les créneaux du mur. « Monseigneur Radiou » cria-t-elle dans la nuit, sa voix perçant la cacophonie. « Dites à vos maîtres, dit Croissant, je préférerais être la nourriture des poissons de l'Argèche qu'une prisonnière des Turcs. » Les soldats se figèrent. Les archers abaissèrent contre leurs arcs. Pour un battement de cœur, la guerre s'arrêta. Puis, elle sauta. Il n'y eut pas de cri. Juste le flottement du velours bleu contre le ciel rouge, une forme sombre plongeant dans l'eau blanche et agitée en contrebas. Elle a sauté. La princesse a sauté. Le cri monta des gardes, créant un tourbillon de confusion. Les soldats coururent vers le mur, abandonnant leur poste pour regarder en bas. « Maintenant !» siffla Voaka. Elle attrapa le bras de Mara et s'élança des ombres. Elles ne coururent pas vers les écuries où Vlad s'échappait. Elles coururent vers les cuisines. « Où allons-nous » halta Duena, trébuchant. « Le prince est allé par là. »« Le prince va en enfer » grogna Voika, tirant Duena vers le haut. « Nous allons à la rivière. » Elles firent irruption dans le garde-manger. Voika poussa de côté un lourd sac de céréales, révélant une porte en bois basse et étroite qui correspondait au croquis au fusain sur le parchemin. C'était la goulotte à déchets, un tunnel utilisé pour déverser les déchets dans la rivière en contrebas. Un garde se tenait là, le dos tourné, distrait par la commotion sur le mur. Il se retourna au son de leurs pas, tirant son épée. « Reculez !» cria-t-il. « Personne ne sort !» Voika ne s'arrêta pas. Elle ne supplia pas. Elle ne réfléchit pas. Les mois à soulever des pierres, la faim, la roge, tout se concentra en un seul point. Elle tira le couteau de nacre de sa ceinture. Alors que le garde levait son épée, Voika s'élança.
Elle était petite, mais elle était rapide, et elle avait la force d'une femme qui avait porté une forteresse sur son dos. Elle enfonça la petite lame dans la brèche de son armure, juste sous le bras. Le garde haleta, laissant tomber son épée. Il la regarda sous le choc, ne réalisant pas que le meuble pouvait tuer. Voïka le poussa violemment et il s'effondra contre le mur, glissant dans l'obscurité. « Bougez !» ordonna Voïka, ouvrant la porte d'un coup de pied. Le tunnel était noir et sentait la pourriture. Il s'inclinait fortement vers le bas, une glissade terrifiante vers l'inconnu. « Nous allons mourir là-dedans !» sanglota Mara. « Nous sommes déjà mortes ici !» dit Voïka. Elle regarda en arrière une dernière fois. Par la fenêtre, elle vit la silhouette de Vlad disparaître sur le sentier de montagne, seule. Elle regarda le sang sur ses mains. Pas son sang cette fois. « Glissez !» ordonna Voïka. Une par une, les femmes disparurent dans la terre sombre, glissant vers la rivière qui venait d'engloutir une princesse, priant qu'il y ait de la place pour 3 autres survivantes. L'année était 490. Le soleil d'automne sur la ville saxonne de Brasov était doux, filtrant à travers la fenêtre en verre plombée pour réchauffer la table en bois où Voïka était assise. Dehors, le monde était bruyant, avec les sons des marchands, vendant de la laine et des forgerons martelant le fer, les sons d'une vie qui avait continué, indifférente aux horreurs du passé. À l'intérieur, il n'y avait que le grattement d'une plume sur le parchemin. Voïka fit une pause, trempant la plume dans l'encrier. Elle était une vieille femme maintenant, ses cheveux de la couleur de la neige des montagnes. Mais ce sont ses mains qui racontaient l'artan l'histoire de sa vie. Elles étaient tordues, les phalanges gonflées et déformées. La peau marquée de crêtes blanches de tissu cicatriciel qui ne disparaîtrait bon jamais. Tenir une plume était une bataille quotidienne contre la douleur. Les crampes venaient rapidement, saisissant ses doigts, essayant de les forcer à prendre la forme recroquevillée et agrippante qu'ils avaient intu en portant du calcaire en haut d'une falaise, mais elle les força à s'ouvrir, elle les força à écrire. « Grand-mère » la porte s'ouvrit en grinçant, et un petit visage apparut. C'était Anna, sa petite fille, 7 ans et brillante comme une nouvelle pièce de cuivre. Elle tenait une poupée en bois dans une main et une fleur dans l'autre. « Tu écris encore sur le monstre ?» demanda Anna, entrant dans la pièce. Les garçons du marché disent Gampmas qu'il buvait du sang. Ils disent même que c'était un démon qui pouvait se transformer en brume. Voïka posa la plume. Elle fit signe à la Firsetarchi de s'approcher. « Viens ici, petit oiseau. » Anna grimpa sur le banc à côté d'elle. Elle regarda le livre ouvert. Ce n'était pas un registre de pièces ou un braille ou un livre de prière. C'était une liste, colonne après colonne de noms, écrits de la main tremblante mais déterminée de Voïka. « Le monde aime les monstres, Anna, » dit Voïka doucement, lissant les cheveux de la fille. « Il est sans plus facile de croire aux démons avec des crocs que d'admettre qu'un homme a fait ces choses. Un homme qui dînait, qui priait, qui écrivait des lettres. » « Il était effrayant, » murmura Anna. « Il était petit, » corrigea Voïka. « Et mesquin, et cruel, mais il est mort. Sa tête a été plantée sur un pieu à Constantinople il y a des années. Les vers l'ont mangé, tout comme ils mangent les mendiants. » Elle tapota le parchemin d'un doigt tordu. « Ces gens, ce sont eux qui comptent. Les garçons du marché ne te raconteront pas leurs histoires, alors je dois le faire. » Voïka commença à lire, sa voix rauque mais ferme. « Elinka, lut-elle, qui est morte parce qu'elle était trop fatiguée pour coudre une chemise. Elle avait un rire qui rendait les oiseaux jaloux. Il est Anna, continua-t-elle, son doigt traçant la ligne suivante, qui aimait les pâtisseries sans sucré et détestait la pluie. Elle m'a apporté quand je ne pouvais plus marcher. Sophia, murmura-t-elle, le nom se coinçant dans sa gorge, qui avait 14 ans, qui aimait tresser ses cheveux avec des rubans. Elle quantille, elle est morte pour que sa mère apprenne une leçon sur le pain. Et la dame Brazen, dit Voïka, touchant la dernière entrée, qui n'avait pas de nom dans les histoires, seulement un titre. Mais elle m'a donné un couteau, elle m'a donné une carte, elle nous a donné la rivière. Anna regarda le livre avec de grands yeux. Il y en a tellement. Il y en a des milliers, dit Voïka, et je les écrirai tous. Chaque pierre de ce château a un nom, chaque goutte d'eau de l'Arge a un visage. Tant que ce livre existera, il ne gagnera pas. Si nous les oublions, alors il gagnera. Le soleil commença à descendre, projetant de longues ombres à travers la pièce. Voïka ferma le livre. La douleur dans ses mains était maintenant une douleur sourde, un rappel du prix qu'elle avait payé pour cette paix. « Viens, » dit Voïka, se levant avec un gémissement d'articulation raide. « Apporte ta fleur. » Elles sortirent du cottage, passèrent devant le jardin
où les citrouilles grossissaient et prenaient une couleur orange vers une petite butte surplombant la vallée. Il n'y avait pas de corps enterrés là. Les corps avaient été perdus pour les loups et la rivière des décennies auparavant. Au lieu de cela, il y avait une simple stèle de pierre, brute et non polie. Elle ne portait pas un seul nom. Elle portait un symbole gravé de la propre main de Wojka des années auparavant, un cercle représentant un anneau brisé en deux. Wojka se tint devant la pierre, le vent tira sur son châle. Elle ferma les yeux et, un instant, elle y était de nouveau. Elle sentit la pourriture du donjon, sentit la morsure du fouet, entendit le rugissement de la rivière engloutissant la princesse. Mais la terreur ne vint pas. La peur qui avait régné sur sa vie si longtemps s'était enfin flétrie, affamée par le simple fait de vivre. Elle ouvrit les yeux et regarda l'horizon. Les montagnes de Valachie étaient lointaines, de simples lignes déchiquetées dans la distance. « Mets la fleur là, Anna, » dit Wojka. La petite fille posa la fleur sauvage jaune sur la pierre froide. Wojka sourit. Ce n'était pas le sourire poli et courtois de la jeune fille qu'elle avait été en 1457, c'était le sourire féroce, brisé et magnifique d'une femme qui avait traversé l'enfer et en était ressortie. Il pensait qu'il pouvait nous effacer, Wojka parla au vent, sa voix forte et claire. Il pensait qu'en brisant nos corps, il pouvait briser notre vérité. Il pensait que parce qu'il était un prince et que nous étions des femmes, l'histoire lui appartenait. Elle baissa les yeux vers sa petite fille, puis vers ses propres mains cicatrisées, les mains qui avaient bâti une forteresse pour un tyran, puis bâti une vie pour elle-même. « Il avait tort, » murmura Wojka. « Le château est en ruine, le prince est poussière. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes l'encre, nous sommes la pierre, nous sommes l'histoire. » Elle prit la main d'Anna, sa prise ferme et chaude. « Nous avons gagné. » Elles se retournèrent et rentrèrent vers la maison, laissant la pierre et la fleur baigner dans la lumière dorée du soleil couchant. Derrière elles, le silence du soir n'était pas le silence des morts, mais le silence paisible d'une histoire qui a enfin été racontée. Le parcours de Wojka nous enseigne une puissante leçon pour nos propres vies. La vraie force ne se trouve pas toujours dans les mains qui tiennent au coin des armes, mais dans les cœurs qui refusent d'abandonner. Nous faisons tous face à nos propres montagnes, des moments de souffrance, d'injustice ou de chagrin accablant où nous nous sentons impuissants. Mais Wojka nous montre que même lorsque tout nous est enlevé, nous possédons toujours le pouvoir de notre propre esprit. La plus grande victoire contre l'obscurité n'est pas la violence mais l'endurance. Tant que vous continuez d'avancer, tant que vous dites votre vérité et refusez de laisser le monde effacer qui vous êtes, vous avez déjà gagné. Wojka a passé sa vie à écrire des noms pour qu'ils ne soient jamais oubliés. Maintenant, vous les avez entendus aussi. Vous pouvez aider à maintenir leur mémoire vivante. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et partager cette vidéo afin que le monde connaisse la vérité derrière la légende. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres voix oubliées de l'histoire. Prions, que Dieu vous accorde la force inébranlable de porter vos fardeaux et le courage de traverser vos nuits les plus sombres. Qu'il vous protège de la cruauté de ce monde et vous donne la paix qui vient après la tempête. Que vous ayez toujours la lumière pour écrire votre propre histoire de victoire. Si vous recevez cette bénédiction et croyez au pouvoir de la résilience, tapez Amen dans les commentaires ci-dessous.